Alexandra de Hopscheffer, vous allez nous parler ce soir des relations transatlantiques mises à l'épreuve des réorientations stratégiques américaines. Et Dieu sait si c'est un sujet d'actualité brûlant. Et nous sommes extrêmement heureux de vous avoir parmi nous parce que vous êtes très sollicité. Et exceptionnellement, notre conférence se terminera à 19h15 puisque vous devez intervenir juste après nous auprès des membres du Congrès américain. Alors, quelques mots sur votre parcours. Vous êtes directrice de la recherche et du bureau du think tank transatlantique German Marshall Fund of the United States, GMF. Vous y dirigez le programme sur la sécurité transatlantique et plus particulièrement la publication Transatlantic Trends, sur laquelle vous allez vous appuyer ce soir pendant votre conférence, tout en vous référant bien sûr à l'actualité. Vous êtes spécialiste de politique étrangère américaine, des relations transatlantiques et enjeux stratégiques. Vous avez occupé plusieurs postes de conseil auprès du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Défense, de l'OTAN, mais aussi du département des opérations de maintien de la paix aux Nations Unies. Vous accompagnez aussi des grandes entreprises. Vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences politiques de Sciences Po Paris et diplômé du King's College de Londres et département War Studies. Vous êtes membre du comité scientifique de la Fondation pour la recherche stratégique, mais aussi membre du comité de rédaction de la revue Washington Quarterly. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage, Hamlet en Irak, édité en 2007, mais beaucoup plus récemment. J'invite tout le monde à prendre connaissance de l'article que vous avez publié dans Le Monde sur les implications géopolitiques du retrait américain d'Afghanistan. Je vais m'arrêter là pour le mot d'accueil. Nous sommes extrêmement contents de vous avoir parmi nous parce que vous allez aborder finalement une mise en perspective de l'arrivée de Biden et de ce que ça a impliqué, des évolutions des États-Unis et de ce que ça implique dans les relations transatlantiques, ce que ça signifie pour l'OTAN et pour la lecture qu'on peut avoir des événements récents. Donc sans plus attendre, je vous laisse la parole, Alexandra. Bienvenue. Merci beaucoup. J'espère que vous pouvez tous bien m'entendre. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Effectivement, on avait parlé avec vous, Valérie, il y a maintenant quelques mois de cette conférence. C'était avant l'été et donc les événements en Afghanistan et puis plus récemment cette alliance AUKUS et toutes les implications que ça peut avoir pour la France et les relations transatlantiques plus largement n'existaient pas à l'époque. Et le titre, on l'avait effectivement défini ensemble à cette époque-là, c'est-à-dire la relation transatlantique mise à l'épreuve des nouvelles orientations stratégiques ou des réorientations stratégiques américaines. Et comme vous l'avez dit en introduction, je pense qu'il est très important de réfléchir au temps long, en fait, malgré les surprises stratégiques qui s'accumulent, mais de regarder le temps long de la politique américaine. C'est ce que nous faisons au sein du think tank German Marshall Fund of the United States. Ma tâche ici, en fait, en France, est double, c'est-à-dire de faciliter la compréhension de la politique américaine en France et plus largement en Europe, puisque nous avons 8 bureaux en Europe, Paris que je dirige, Bruxelles, Berlin avec qui je travaille quasi au quotidien, mais nous avons aussi un ancrage historique en Europe centrale et de l'Est, avec notamment un bureau en Varsovie, Belgrade, Bucarest. Et puis, il y a quelques années, on a également ouvert un bureau à Ankara, en Turquie. Donc, ce qui nous permet aussi de pouvoir vraiment avoir un ancrage en Turquie à un moment où il est très important aussi de comprendre ce qui s'y passe. Et notre siège est à Washington. Je dois vous dire que nous connaissons ces dernières semaines une fuite des cerveaux de notre siège au sein de l'administration Biden, ce qui est à la fois une mauvaise et une très bonne chose, puisque ça nous permet aussi d'avoir un peu une longueur d'avance justement sur la politique américaine et sa trajectoire à l'heure où on a besoin justement de comprendre ce qui s'y passe et surtout ce qui façonne ces ajustements de la politique
américaine. Et d'un autre côté, ce qui m'occupe énormément depuis ces derniers mois, c'est aussi de faciliter la compréhension de la politique française auprès de nos partenaires américains et également européens. Donc, beaucoup d'échanges, notamment avec le Congrès américain, avec des membres de l'administration Biden, avec le monde de l'expertise des think tanks américains, et puis aussi avec nos partenaires européens, notamment allemands. Voilà. Donc, peut-être très brièvement, en termes d'introduction, vous avez mentionné donc, ce rapport annuel qu'on a revitalisé, remis à l'ordre du jour depuis Paris l'année dernière. On a commencé ces Transatlantic Trends, donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire d'essayer de comprendre les tendances, les choses qui façonnent en fait la relation transatlantique aujourd'hui et dans les années à venir, en prenant le pouls des opinions publiques des deux côtés de l'Atlantique. Donc, on a commencé il y a 1 an avec la France, l'Allemagne et les États-Unis. Et l'année dernière, donc, nous avons élargi le panel donc, à 11 pays, donc, en incluant notamment le Royaume-Uni, le Royaume-Uni, la Suède, j'essaie de reprendre le nombre de pays, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie, la Pologne, et puis d'autres pays. Voilà. Donc, ce qui nous permet vraiment de mieux comprendre comment nous, Européens et Américains, on se perçoit mutuellement, comment on perçoit différemment ou de manière convergente les enjeux internationaux, et puis les enjeux plus globaux, c'est-à-dire on a posé beaucoup de questions bien sûr sur la Chine, mais aussi sur la crise du Covid, la manière dont elle était perçue. Et donc ce que je voulais faire pour commencer la discussion, et après je serais vraiment très intéressée de pouvoir dialoguer avec vous, je vais essayer de partager mon écran et vous montrer donc... Voilà, j'espère que vous voyez ce slide. Je vais peut-être essayer de mettre en mode... je vais voir si je ne peux pas le mettre en mode... comment on dit? Non, ça ne marche pas. J'espère que vous pouvez voir quand même ce slide-là qui permet d'avoir justement une idée de comment les opinions publiques perçoivent l'équilibre des puissances dans le monde. Et c'est très lié en fait à tout ce dont on parle au cours de ces derniers jours dans le cadre de cette alliance AUKUS. Donc, on a demandé aux Européens, aux Turcs également, qui faisaient partie de son sondage, et aux Américains, comment ils visualisaient le rapport de force sur la scène internationale. Quel acteur ils percevaient comme le plus influent dans les affaires internationales. Donc, on a laissé le concept d'influence relativement large et flou. Comme vous pouvez le voir, 62%, donc à travers les 11 pays qu'on a interrogés, estiment que les États-Unis aujourd'hui sont la puissance la plus influente, suivie de la Chine, mais quand même bien derrière, 20%, suivie ensuite de l'Union européenne, 14%, et de la Russie, 4%. Sachant que toutes ces questions ont été posées en juin dernier, donc bien avant tous les épisodes qu'on a aujourd'hui post-Afghanistan, et puis également cette alliance AUKUS. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que cette espèce de bipolarité en fait que l'on peut parfois percevoir, en fait, elle ne se retrouve pas dans la manière dont les opinions publiques perçoivent aujourd'hui l'état du monde. Les États-Unis sont encore perçus comme vraiment la puissance prédominante. Et là, vous avez également, mais vous trouverez toutes ces informations sur le site du GMF avec les données vraiment détaillées. Vous avez en fait la déclinaison par pays pour avoir une idée de comment aussi la France se situe dans ce panorama. Et là, on est plutôt fidèle à la moyenne. 56% des Français perçoivent les États-Unis comme les plus influents, suivi par la Chine, 28%. Donc, il faut quand même noter que la France
avec l'Italie, fait partie des pays européens qui perçoivent la Chine comme étant parmi les pays les plus influents, à presque un tiers de la population par rapport à d'autres pays. Ce qui est intéressant, c'est la question qui suit. On a posé la même question, mais à l'échelle européenne. Quel est le pays le plus influent aujourd'hui en Europe? Donc là, la réponse, elle est juste très claire. 60% à travers les 11 pays sondés estiment que c'est l'Allemagne, 19% le Royaume-Uni et enfin 7% seulement la France. On a eu énormément de débats ici en France sur ce chiffre 7%, mais là aussi, ça invite à la réflexion en fait, sur l'influence française ou le soft power français en Europe, parce qu'il ne se retrouve pas ici. Et ce qui est particulièrement frappant, c'est les réponses italiennes, espagnoles, qui varient entre 1 et 3% dans ces pays qui voient la France comme le pays le plus influent, contre 73, voire parfois 80% qui perçoivent l'Allemagne comme le pays le plus influent en Europe. Donc ça interroge aussi. On a eu énormément de débats sur ce que cela signifie, mais ce sont des chiffres qui sont assez parlants et qui invitent à la réflexion. L'autre question qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est la question de la fiabilité. Comment est-ce qu'on se perçoit, comment est-ce qu'on perçoit les États-Unis, comment est-ce qu'on perçoit la Turquie comme un partenaire fiable ou pas. Et là, vous avez cette espèce d'escargot qui schématise bien. Là, vous avez la perception en fait de la fiabilité des États-Unis. Et là, ce qui est intéressant, c'est que bon, vous avez Pologne, Italie, Canada, UK qui sont parmi ceux qui perçoivent les États-Unis comme un partenaire très fiable. Mais en revanche, on voit que la France, 60%, la Suède, 56%, et puis surtout l'Allemagne, 51%, perçoit les États-Unis comme fiables. Et puis à la toute fin de cet escargot, la Turquie, mais ça c'était vraiment une perception récurrente dans je dirais dans le rapport. Il y a un énorme problème de confiance mutuelle des Turcs envers les Européens et les Américains, et de notre part envers la Turquie. Là, vous avez plus particulièrement la perception de la fiabilité de la France. Est-ce que la France est perçue comme un partenaire fiable par les du coup 10 pays sondés? Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, c'est que bon, le Royaume-Uni fait partie des pays qui se prononcent un peu plus timidement, je dirais, quant à la fiabilité de la France, 52% par rapport à des 84, 78% pour l'Espagne, la Suède, l'Allemagne, et les Américains, 68%. Et enfin, puisque c'est un sujet aussi d'actualité, la fiabilité de notre partenaire britannique. Là aussi, on voit qu'il y a une moindre, disons, côté français, 47% des Français qui reconnaissent les Britanniques, enfin le Royaume-Uni comme un partenaire fiable de la France, et vous retrouvez le club, entre guillemets, anglophone, qui pense que le Royaume-Uni est un partenaire fiable, et l'Allemagne, même, où on voit qu'il y a moins d'Allemands, encore moins que la France, qui se prononcent en faveur de cette fiabilité britannique. Enfin, sur la question de l'OTAN, parce que je sais que beaucoup d'entre vous avez beaucoup travaillé sur l'OTAN, sur la question d'autonomie stratégique, ce lien transatlantique, plus particulièrement cette année, on a posé la question qu'on pose traditionnellement: quelle est l'importance du rôle de l'OTAN dans la sécurité de votre pays? Là, on a schématisé pour montrer que vous avez toujours cet écart entre, d'un côté, la Pologne, le Royaume-Uni, qui très majoritairement perçoivent l'OTAN comme particulièrement essentielle à la sécurité de leur pays, et à l'extrême opposé, vous avez traditionnellement, et c'est encore confirmé cette année, la France,
même si ça reste pourtant 52% des Français qui pensent que l'OTAN est importante pour la sécurité de la France. On a poussé cette question un peu plus loin, on n'a pas du tout utiliser le terme d'autonomie stratégique, d'abord parce que ce thème, comme vous le savez, est très mal compris par l'ensemble des pays européens et encore moins par les Américains. Donc, on a posé la question autrement. On a demandé de quelle manière pensez-vous que les États-Unis devraient être impliqués dans la défense et la sécurité de l'Europe, hein. Beaucoup, pas beaucoup, ou devraient être beaucoup plus impliqués. Et là, ce qui est intéressant par rapport à l'année dernière, on a un bond de 10 points en France et en Allemagne en faveur d'une implication des États-Unis dans la sécurité et la défense de l'Europe. En France, on est passé de 45 à 55% et en Allemagne de 59 à 69% en faveur d'une implication des États-Unis en Europe. Et bien sûr, plus vous allez à l'Est et plus il y a de réponses en faveur. Et puis, on voit que les Suédois et la Turquie, entre autres, sont beaucoup plus réticents quant à cette question. Dernier sujet qui va vraiment m'amener à rentrer dans les questions plus politiques et diplomatiques de l'actualité, la question Chine. Comment percevez-vous aujourd'hui l'influence de la Chine dans les affaires internationales? Et là, ce qui est intéressant, comme vous le voyez ici, le rouge, hein, le bloc rouge, c'est une perception globalement négative, voire très négative, et le bleu, positif, voire très positif. Donc, il y a quand même un consensus généralement partagé parmi ces 11 pays avec les États-Unis, les Européens, voire même la Turquie, pour dire que l'influence de la Chine devient de plus en plus négative, même si on peut voir par exemple en Italie, en Espagne, mais aussi en Pologne et dans une moindre mesure en Turquie, une attitude, en tout cas une perception plus positive de l'influence de la Chine par rapport aux autres pays. On a joué un peu après sur cette espèce d'ambivalence entre partenaires rivales. Est-ce que vous percevez la Chine davantage comme un partenaire ou un rival de votre pays? 52% à travers les 11 pays rivales, 31% partenaires, mais là également, quand on regarde dans le détail des résultats, vous retrouvez les mêmes pays, en fait, Espagne, Pologne, Italie et dans une moindre mesure la Turquie, qui perçoivent davantage la Chine comme un partenaire qu'un rival par rapport à des pays comme la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. D'ailleurs, on est les 3 pays avec UK, États-Unis et France à percevoir de manière beaucoup plus tranchée la Chine davantage comme un rival qu'un partenaire. Et la dernière question, qui est aussi liée un peu au sujet d'aujourd'hui, quelle devrait être l'attitude de votre pays vis-à-vis de la Chine par rapport à une série d'enjeux, changement climatique, les droits de l'homme, cybersécurité, commerce, l'expansion territoriale de la Chine, l'innovation technologique. Et là aussi, ce qui est frappant, c'est que l'opinion publique française se dénote par rapport à toutes les autres opinions, y compris américaines, britanniques et autres, en faveur de plus de fermeté par rapport à la Chine. Donc l'opinion publique française estime que les politiques aujourd'hui ne sont pas assez fermes à l'égard de la Chine sur ces différents sujets. Donc, ce qui m'amène au sujet un peu plus, comme j'ai dit, politique d'actualité, qui nous ont tous beaucoup occupés ces derniers jours. Qu'est-ce que tout cela veut dire pour la relation transatlantique, hein? Il y a un certain nombre, et ces résultats le montrent, des sujets de convergence sur la Chine, sur l'importance de l'OTAN. Je ne suis pas rentrée dans le détail, mais il y a une grande convergence aujourd'hui pour dire que les sujets, y compris d'ordre sécuritaire, qui sont prioritaires pour nos pays dans les 5-10 années à venir, c'est la question climatique, ce sont les sujets un peu transnationaux comme les pandémies, mais c'est aussi la lutte contre le terrorisme. Donc il y a un certain nombre de convergences qui ressortent aussi de
ces résultats d'opinion publique, mais en même temps, on sous-estime, je pense, en Europe, peut-être moins en France, mais cette phase de recalibrage des priorités stratégiques américaines, qui en fait s'est manifestée de manière encore plus prononcée depuis le départ de Trump et l'arrivée de Biden. Biden, c'est vraiment le premier président américain qui, en quelque sorte, opérationnalise ce fameux pivot vers l'Asie, qui ferme ce chapitre post-11 septembre 2001 et qui pousse ses partenaires, qu'ils soient asiatiques ou européens, à s'aligner sur la politique d'endiguement de la Chine, même si ce n'est pas le discours officiel affiché lors de l'AG des Nations Unies. Soi-disant, on n'est pas dans une nouvelle guerre froide, mais la manière dont la politique américaine est conduite aujourd'hui ressemble quand même beaucoup. L'autre chose à garder en tête, c'est que ce recalibrage n'est pas soudain subi, mais c'est un recalibrage qui est à l'œuvre depuis maintenant plus de 20 ans aux États-Unis. La perspective aussi d'un affrontement, d'une escalade, y compris militaire avec la Chine, sont des scénarios qui sont très sérieusement étudiés, y compris au Pentagone depuis un certain nombre d'années, et des scénarios avec lesquels nous, Européens, nous sommes bien sûr en décalage. Quand Biden dit America is back, l'Amérique est de retour, le leadership américain est de retour, et qu'on a un débat aujourd'hui en France ou en Europe en disant non, l'Amérique n'est pas de retour, elle est en retrait. Moi, je pense véritablement que l'Amérique est bien présente aujourd'hui, que le leadership américain se réaffirme à travers notamment la mise sur l'agenda international des priorités américaines. C'est-à-dire que l'agenda américain s'impose partout, en premier lieu au sein des instances multilatérales. On le voit aujourd'hui au sein de l'OTAN, à quel point l'agenda américain continue à façonner les priorités de l'OTAN, avec ce focus sur la Chine, sur la tech, sur tout ce qui est menaces hybrides. Donc il y a une espèce de manière aujourd'hui de l'administration Biden de former aussi des alliances sur mesure, si je puis dire. Donc en revitalisant le format Quad, en initiant cette alliance AUKUS, donc avec je dirais une préférence qui était déjà perceptible même avant l'inauguration de Biden pour toutes ces alliances un peu ad hoc, flexibles, unilatérales, qui sont mises en place pour essayer de mieux répondre aux défis du XXIe siècle. Une politique d'ailleurs que Hillary Clinton, à l'époque d'Obama, quand elle était secrétaire d'État, avait appelé le multipartenariat, donc c'est-à-dire une approche très pragmatique, très ad hoc du multilatéralisme, avec une préférence finalement pour le minilatéralisme. Et tout ça se fait effectivement au détriment de l'Union européenne, des partenaires européens. C'est très clair. J'avais déjà parlé il y a 4-5 ans d'un reset en fait, du partenariat transatlantique par rapport aux nouveaux défis chinois, notamment aux yeux des Américains. Le partenariat transatlantique au cours de ces 4-5 dernières années est en train d'être redéfini en fait par la priorité de la Chine dans l'agenda américain. On a une forme de nouveau marchandage où déjà sous Trump, mais encore plus aujourd'hui sur Biden, il y a l'idée, écoutez, on va réinvestir du capital diplomatique, du temps, on va réinvestir dans les institutions européennes, dans l'OTAN, mais à condition que vous, Européens, fassiez un effort pour vous aligner avec les politiques américaines sur deux gros sujets, la Chine, mais aussi les questions de la compétition technologique.
Donc, on est dans une situation où, en fait, on ne partage pas la même définition de ce qu'est la consultation politique, n'est-ce pas? Donc, Biden et son équipe vont vous dire, mais attendez, sur l'Afghanistan, on vous a consulté, on vous a déployé notre plan de retrait et on s'était mis d'accord. Alors que non, ça n'a pas été une consultation telle que nous, on la comprend. La politique américaine, finalement, ne surprend pas parce que la manière dont aujourd'hui Washington définit la consultation, c'est typiquement à l'américaine, c'est-à-dire on arrive avec un plan, on le déballe et on attend à ce que les alliés européens s'alignent dessus sans trop discuter, mais on vous en a parlé, donc on vous a consulté. Et donc là, il y a vraiment un besoin de remise à plat de ce qu'est la consultation, la concertation politique, parce qu'on ne partage pas la même pratique ni la même définition. Ce qu'on a aussi sous-estimé, c'est deux choses. Je voulais vraiment attirer l'attention là-dessus. C'est d'abord l'effet du Brexit sur la manière dont Washington perçoit l'Union européenne et les partenaires membres de l'Union européenne de manière plus générale comme partenaires stratégiques. Moi, j'avais eu ces discussions très tôt, dès 2020, avec l'équipe de transition de Biden, qui se retrouvent tous aujourd'hui à la Maison-Blanche, au State Department ou au DoD. Et le message qu'on vous adressait était assez clair. C'était, écoutez, bien sûr, on considère l'Union européenne comme un partenaire important. On va essayer de mettre en place plusieurs dialogues stratégiques UE-US sur la Chine, sur la tech, sur le trade, etc. Mais vous comprenez bien que sur les hard security issues, sur les questions vraiment plus compliquées, l'Indo-Pacifique et autre chose, l'Union européenne va perdre une certaine valeur stratégique aux yeux de Washington parce que UK is out. Hein. C'était vraiment le message clair qu'on nous adressait. Et c'est vrai qu'on s'en rend compte sur beaucoup de dossiers, y compris le dernier avec cette alliance AUKUS, à quel point, en fait, avec le Brexit, on assiste à un alignement très fort ou un réalignement très fort entre les États-Unis et le Royaume-Uni, ou tout simplement à une continuité de ce special relationship qui finalement nous exclut de facto. L'autre chose qu'on a profondément sous-estimée et que Trump finalement a vraiment mise en évidence, c'est vraiment cette porosité, cette perméabilité permanente entre la politique intérieure américaine et les réorientations stratégiques américaines à l'international. Et cet épisode du retrait d'Afghanistan en est un exemple, en fait, où cette décision de se retirer d'Afghanistan était extrêmement populaire aux États-Unis, désirée, voulue par l'opinion publique américaine depuis maintenant un certain nombre d'années, depuis plus de 12 ans maintenant, et que Biden s'est dit il faut maintenant passer à l'acte, ça suffit. L'Afghanistan a été une distraction stratégique pendant laquelle finalement la Chine s'est renforcée, y compris militairement, technologiquement. Et donc maintenant, il faut retourner au hard business, c'est-à-dire cette compétition avec la Chine, et fermer ce chapitre de distraction stratégique, se concentrer sur ces fameux intérêts vitaux des États-Unis. Et cette politique étrangère pour la classe moyenne américaine, telle que l'a baptisée Biden, il faut le prendre vraiment très au sérieux. Tout comme America First, on l'a sous-estimé et finalement ça a été décliné dans tous les secteurs et nous avons été Européens des dommages collatéraux, tout comme à l'époque d'Obama, également, il n'y avait finalement pas autant de concertation politique avec les alliés européens sur plusieurs sujets. Je ne vais pas reparler de la ligne rouge de 2013, mais qui a fait que cette imprévisibilité du leadership américain n'est pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui finalement devient un continuum
d'une administration américaine à l'autre et qui se manifeste de manière très concrète, opérationnelle, sur plein de différents sujets sur lesquels nous, Européens, nous avons des intérêts soit indirects, soit directs. Et ce recalibrage de la politique américaine sur la Chine eh bien, aura des implications directes pour nous. Nous sommes des dommages collatéraux de ce retrait américain de certaines zones de conflit, en premier lieu en raison de la proximité de ces zones de conflit, que ce soit la Libye, la Syrie, l'Afghanistan, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis traversent, en fait, moi, je pense qu'on peut vraiment parler depuis le 11 septembre 2001, traversent une crise de confiance énorme dans leur pays, dans ce qu'on avait l'habitude d'appeler l'exceptionnalisme des États-Unis, une crise de confiance aussi dans l'establishment politique perçu comme incompétent, n'est-ce pas, et que le retrait chaotique d'Afghanistan n'a fait que renforcer. Et donc une crise de confiance aussi dans le modèle politique américain, avec ces événements du 6 janvier qui ont quand même beaucoup ébranlé les États-Unis. Je ne parle pas de tous les mots MAUX de la société américaine, mais il y a vraiment aujourd'hui une crise de confiance dans le modèle américain d'un point de vue large, et donc dans la capacité des États-Unis à vraiment impacter, pouvoir peser sur les événements internationaux. Et les échecs des interventions en Irak et en Afghanistan ont vraiment nourri ce sentiment de déclin de l'influence des États-Unis, notamment face à la réémergence de la Chine. Et ça, ce sentiment-là est partagé très largement par l'opinion américaine, mais aussi très largement par la classe politique américaine. Et ça, il faut le comprendre parce que ça va, et on l'a déjà vu, façonner beaucoup des choix aujourd'hui de l'administration Biden en matière de politique étrangère. Donc nous, Européens, on est de plus en plus en fait dans une posture d'effet secondaire ou de dommage collatéral aussi de cette crise identitaire, de cette crise de confiance américaine, partagée à la fois sur la scène politique, sociétale américaine et à l'international. Donc ça, il faut vraiment qu'on l'intègre. Je pense que la France est un des pays parmi les autres partenaires européens qui a vraiment internalisé ça, qu'il y a vraiment un trend, une tendance lourde qui depuis des années est en train de redéfinir les priorités américaines, la manière dont les États-Unis se projettent international, et que de facto, il faudra que nous, Européens, on prenne davantage nos responsabilités, notamment sur les questions qui nous concernent plus directement. Donc, j'arrive un peu à la conclusion avant d'engager la discussion avec vous. Donc, l'Amérique est de retour, oui, l'Amérique est de retour, mais avec un agenda très clair. Avec au cœur de cet agenda l'obsession de la Chine, et du coup, un effet de décalage, je dirais temporel, un décalage dans la temporalité par rapport à la question de la Chine. Pour les Américains, c'est une question urgente qui ne peut pas attendre. Je me souviens avoir organisé un séminaire avec l'équipe d'Obama à Paris, c'était quoi, en 2016. On avait discuté justement de la question de la Chine, des scénarios auxquels le Pentagone réfléchissait. Alors, c'était au lendemain du Brexit, c'était peu de temps après, nous, les attaques terroristes de 2015 en France, et on sentait ce décalage déjà entre l'urgence du scénario d'un potentiel dépassement
par la Chine des États-Unis, notamment dans le domaine technologique, mais aussi de plus en plus militaire. Et puis nous, Européens, d'un côté, le Britannique il est désolé, mais nous, on est en plein Brexit. Les Français, pour nous, l'urgence, c'est vraiment cette menace terroriste. Et les Allemands, voilà, je ne vous parle même pas de la réaction allemande qui n'était pas du tout intéressée d'imaginer même un scénario d'affrontement avec la Chine et qui était en total décalage. Et on retrouve un peu ce décalage temporel, les Européens qui réfléchissent à plus long terme, les Américains qui sont vraiment dans l'urgence aujourd'hui par rapport à la Chine. Et cette alliance AUKUS entre UK, États-Unis, Australie, je voulais vraiment terminer là-dessus, pour moi, résulte en très grande partie d'une frustration des États-Unis envers leurs partenaires européens. Du point de vue de Washington, l'Union européenne est trop soft et trop lente peut-être dans son réveil stratégique à l'égard de la Chine. Et nous, d'un point de vue européen, on estime que les États-Unis agissent de manière trop agressive à l'égard de la Chine. Donc, vous avez non seulement un décalage temporel, urgence et plus long terme, mais aussi un décalage dans l'approche et la réponse à donner à cette question de la réémergence chinoise. Et d'où l'importance, et on l'a vu à travers la parution qui du coup a été très peu commentée de la stratégie UE pour l'Indo-Pacifique, parce que c'est extrêmement important qu'on continue à définir notre propre approche par rapport à ces défis. Et j'ai souvent eu des discussions un peu compliquées, je dois dire, avec nos partenaires américains quand il s'agissait d'expliquer ce concept de puissance d'équilibre qui d'ailleurs fait partie de notre revue stratégique, etc., qui a été vraiment interprété par Washington en fait comme un manque de fiabilité de la France et plus largement des partenaires européens dans la compétition avec la Chine, avec une interrogation alors sur de quel côté êtes-vous, vous êtes avec les États-Unis ou avec la Chine, il faut que vous choisissiez, même si Tony Blinken, secrétaire d'État américain, était arrivé, comme vous vous souvenez, en avril dernier en disant je ne vais pas vous demander à vous, Européens, de choisir entre les États-Unis et la Chine, vous avez tout à fait la possibilité de trouver un équilibre. Mais dans les faits, les Américains ne comprennent pas ce qu'ils perçoivent comme une forme d'ambivalence de la part des Européens. Donc, ils sont en quête d'une politique européenne qui soit beaucoup plus tranchée. Et d'ailleurs, on voit qu'un des effets de cette impulsion américaine se retrouve aussi dans le choix australien, qui, avec des menaces de plus en plus prégnantes et présentes de la part de la Chine envers l'Australie, a poussé aussi l'Australie à finalement faire le choix de l'alignement avec les États-Unis, avec toutes les conséquences stratégiques, politiques, diplomatiques, militaires que cela aura pour l'Australie, et peut-être qu'elle sous-estime ou pas avec ce choix-là. Les Britanniques ont fait ce choix d'alignement avec les États-Unis depuis bien longtemps. Alors que on voit que la proposition française est une proposition qui intéresse de plus en plus certains de nos alliés asiatiques. Le Japon, typiquement, renforce sa coopération militaire au-delà des États-Unis, perçoit la France comme un allié clé, justement, partageant une vision assez proche de l'Indo-Pacifique, avec des exercices militaires de grande envergure qui ont impliqué, y compris des troupes terrestres américaines, françaises, japonaises. Donc, ce qui est regrettable dans cette décision de cette alliance AUKUS, c'est que ça exclut finalement, ou ça n'accorde pas de la valeur à la politique française dans la région, qui était déjà dans une politique de coopération transrégionale, en créant des ponts, des coopérations entre l'Europe et les puissances asiatiques. La France a participé récemment à certains exercices militaires organisés par les pays du Quad. Donc,
donc, il y a toute cette dimension-là de la politique française qui se trouve en fait évacuée, alors qu'au contraire, c'était le moment, en tout cas, c'est ce qu'on avait perçu au début de l'administration Biden, qui disait « je veux coopérer avec l'Union européenne et les Européens par rapport à l'Indo-Pacifique ». C'était justement le moment d'essayer de trouver un moyen de renforcer cette coopération transatlantique dans la région. Donc, on va voir ce qui va sortir de l'échange entre les présidents Macron et Biden aujourd'hui, mais sans doute c'est le moment aussi pour la France de demander une forme de, comme on pourrait l'appeler, de compensation politique. Et d'ailleurs, on le voit, hein, l'agenda français est très clair, c'est-à-dire de vraiment obtenir de Washington une reconnaissance de l'importance stratégique de l'engagement français européen dans l'Indo-Pacifique, de reconnaître aussi la nécessité de renforcer une forme de souveraineté européenne, d'accorder une forme d'importance de l'engagement croissant des Européens pour leur défense et leur sécurité, et puis dans le cadre surtout de la coopération franco-américaine, d'avoir une forme aussi d'engagement commun dans la lutte contre le terrorisme. Donc c'est peut-être aussi le moment, dans le cas d'une crise de cette ampleur, pour la France, d'obtenir de la part de Washington un engagement sur certains sujets politiques, diplomatiques, d'ordre de la coopération militaire. Donc ce sera extrêmement intéressant de voir je dirais, le résultat de cette rencontre, bilatérale. Voilà. Donc, je conclurai et après, je passerai la parole, ou en tout cas, j'essaierai de répondre au plus de questions possibles. Je dirais que les tensions aujourd'hui dans la relation transatlantique que l'on voit au travers de l'OTAN, le monde de concertation, à travers cette alliance AUKUS sans aucune concertation préalable non plus. C'est lié aussi à un problème plus large. Je ne sais pas si vous partagez la même opinion, mais avec un recul sur les 20 dernières années, c'est-à-dire qu'à la fois nous, Européens et Américains, nous n'avons toujours pas clarifié le type de relation que l'on veut ensemble. Est-ce que l'on veut définir un partage du fardeau, ou est-ce que l'on veut définir un partage des risques ou un partage des responsabilités? Et ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même sujet, ce n'est pas le même mode de fonctionnement. Quand j'en parle avec les Américains, ce n'est pas clair. Les États-Unis n'ont pas vraiment choisi. Est-ce qu'ils veulent une division du travail entre les Américains centrés sur l'Indo-Pacifique, excluant un partenariat avec l'Union européenne et fonctionnant avec des alliances asiatiques et puis avec les alliances plutôt anglo-saxonnes, et donc avec une Europe qui serait plus impliquée dans la sécurité de son voisinage, Est et Sud. Ça, c'est ce qu'on appelle le partage du fardeau, une division du travail. Ou alors, est-ce qu'on est plus ambitieux et on définit un partage des risques ou un partage des responsabilités, ce qui implique tout à fait autre chose, qui implique que les États-Unis et les Européens coordonnent leur politique sur les différents théâtres. Et c'est ce que nous, on avait vraiment plaidé en amont de l'inauguration de Biden. C'est ce que j'avais appelé une forme de co-leadership, où on n'a pas l'imposition d'un agenda ou d'un leadership avec l'Américain, mais on définit ensemble, Européens et Américains, une forme de co-leadership, donc un partage des responsabilités sur des sujets ou des théâtres, y compris des théâtres d'opération sur lesquels nous sommes impliqués en tant qu'alliés transatlantiques. Et là, on bascule dans quelque chose, effectivement, de beaucoup plus ambitieux et qui demande de facto du dialogue et pas une imposition d'agenda ou d'une vision
en attente d'un alignement systématique des alliés européens. Donc, on est dans un mode de fonctionnement complètement différent, mais que je ne perçois pas aujourd'hui du tout comme étant quelque chose qui serait considéré comme un moyen de reset la relation transatlantique d'un point de vue de l'administration Biden. On est malheureusement toujours dans le même, je dirais, logiciel de venir avec un agenda très clair, qui a été mûrement réfléchi et qui laisse finalement, et j'arrêterai là-dessus, peu de place, peu d'espace à une forme d'autonomisation ou à une forme d'autonomie, qu'elle soit décisionnelle, politique, diplomatique ou militaire de la part de ses alliés. Voilà, je m'arrête là et ravie de discuter avec vous. Merci beaucoup, Alexandra de Hochschiffer, pour ce panorama très clair et qui nous interpelle. Indubitablement. Je vais commencer avec les premières questions qui sont apparues dans le chat. Et la première concerne les relations entre l'administration Biden et le Pentagone. Jacques nous dit j'ai parfois l'impression que Biden n'a pas toute l'autorité sur ses généraux. Qu'en pensez-vous ? Je ne pense pas que ce soit comme ça qu'il faut l'aborder. Ce qui est intéressant, c'est de prendre le cas afghan comme un exemple qui illustre la relation entre Biden et les militaires. Et je pense qu'il faut remonter notamment à l'époque Obama, où Biden était vice-président. Et à l'époque, Biden s'était opposé, sans doute comme vous le savez, à ce fameux surge, à ce renfort militaire donc, qui a eu lieu entre 2010 et 2011. Et à cette époque, Biden était le seul au sein de l'administration Obama qui s'y était opposé en disant justement ce qu'il dit aujourd'hui ou ce qu'il a dit il y a quelques semaines. Il faut recentrer la mission américaine et de l'OTAN en Afghanistan sur la lutte contre le terrorisme et arrêter de se faire piéger par les militaires qui réclament sans cesse plus de moyens. Donc il y a une forme en fait réellement de tension entre Biden, quand il était vice-président et aujourd'hui président, et les militaires et le Pentagone qui n'étaient pas totalement alignés sur la manière dont ce retrait a été géré. Et il y a eu un certain nombre de hauts gradés militaires américains, c'est en train de fuiter dans la presse aujourd'hui, qui ont réclamé le maintien d'une force minimale. Certains ont dit, en fait, on aurait dû laisser les 2500 militaires américains sur le terrain plutôt que de se retirer complètement et surtout de cette manière-là. Donc, il y a un certain nombre de tensions, un certain nombre de désaccords et on connaît Biden pour être quelqu'un qui est plutôt méfiant et qui cherche à écouter son propre instinct, finalement un peu comme Trump sur certains aspects, et qui n'est pas totalement convaincu que toujours suivre les recommandations des militaires soit la meilleure approche. Et ça a été particulièrement visible depuis en fait, ces 10 dernières années sur le cas Afghanistan. Merci beaucoup. Une autre question qui vient d'arriver autour de la perception des États-Unis et vis-à-vis du rapprochement qui existe entre la Russie et la Chine. Oui, c'est une très très bonne question parce que je peux vous dire que ce qui est perçu en fait par Washington de plus en plus comme une alliance entre la Russie et la Chine, c'est un vrai sujet de préoccupation aujourd'hui. C'est-à-dire que d'un point de vue américain aujourd'hui, cette alliance entre Chine et Russie sur beaucoup de sujets, que ce soit d'ordre économique, que ce soit commercial et de plus en plus militaire, stratégique, diplomatique, politique, est perçue comme une alliance non plus de circonstances, mais une alliance qui a de plus en plus de profondeur, qui devient beaucoup plus stratégique. Et il y a une forme de coordination sur l'Afghanistan, par exemple,
la Chine et la Russie se sont beaucoup coordonnées, notamment dans les négociations avec les talibans. Il y a aussi une coordination diplomatique sur un certain nombre de sujets, des propositions finalement de formes de coopération alternatives à celles que peuvent proposer Washington ou l'OTAN, par exemple. Donc oui, c'est un sujet d'inquiétude et qui pourrait voilà, susciter une forme de double préoccupation américaine, par exemple, au moment de l'escalade militaire russe à la frontière ukrainienne, il y avait une inquiétude que la Chine profite de ce moment de déstabilisation pour aussi escalader les tensions autour de Taïwan. Donc là, je dirais que le pire des scénarios aujourd'hui, notamment pour le Pentagone, ce serait d'avoir une double escalade d'ordre militaire russe à la frontière est de l'Europe, pourquoi pas État balte ou Ukraine, vu que ça s'est déjà fait, et une escalade militaire en mer de Chine du Sud, autour de Taïwan. Et là, du coup, comment est-ce que la politique américaine se manifesterait? Voilà, donc ça, c'est un vrai sujet. Et c'est des sujets sur lesquels il nous alerte, nous, Européens, de plus en plus dans le cadre de dialogue stratégique. Merci. Alors, une question qui touche encore à l'Indo-Pacifique. Les conséquences de la stratégie AUKUS, quelles sont les options de partenariat pour la France aujourd'hui en Indo-Pacifique, selon vous? L'exclusion de la France du Quad est-elle définitive? Quelle réorientation de cette stratégie Indo-Pacifique? Oui. Je pense la France a vraiment bâti sa stratégie Indo-Pacifique sur les partenariats. Président Macron, dès hier, passait un coup de fil au président indien. Donc oui, il va y avoir une volonté, en tout cas de la France, de continuer à développer les partenariats qu'elle a déjà avec un certain nombre d'alliés asiatiques dans la région. Est-ce que cela remet totalement en cause notre partenariat avec l'Australie? En tout cas, pour le moment, ça me semble un peu difficile de reprendre une relation normale. Est-ce que l'exclusion de la France de l'AUKUS est définitive? Je me demande même si la France aurait vraiment envie et un intérêt à rentrer dans ce type d'alliance. Je ne sais pas si on aurait proposé à la France de rejoindre cette alliance, si elle aurait décidé de la rejoindre. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, dans cette zone Indo-Pacifique, la seule manière de développer une stratégie, c'est à travers des partenariats. Et de plus en plus, on développe ces partenariats avec les pays voisins de la Chine, mais on a une politique de partenariat qui, à nouveau, ne suit pas l'approche américaine. On a une approche américaine, notamment avec ce AUKUS, qui envoie des messages d'ordre militaire, de dissuasion, que nous ne poursuivrions pas dans la région. Merci. Vous avez évoqué à un moment l'Inde et il y a une question sur les évolutions de la relation entre les États-Unis et l'Inde. Oui, c'est une relation très importante pour eux. D'ailleurs, l'Inde fait partie de ce fameux format Quad qui réunit l'Inde, l'Australie, le Japon et les États-Unis. Dans quelques jours, le 24 septembre, Biden recevra en présentiel les dirigeants de ces trois pays, donc Inde, Japon et Australie. Donc oui, ça fait partie des alliés stratégiquement importants pour Washington aujourd'hui dans la région. Le Japon reste pour les États-Unis l'allié de premier ordre dans la région, avec un Japon qui... c'était intéressant parce que j'ai pu avoir des échanges justement avec certains de nos fellows qui sont basés en Asie, en Inde, à Tokyo, à New Delhi. Et la réaction à l'alliance AUKUS est très différente à celle que nous avons ici en Europe. Beaucoup de ces pays se sont plutôt réjouis de cette alliance en disant « Ah, enfin,
enfin, on a un acte américain qui montre que ce pivot vers l'Asie est véritablement en train de prendre forme. En revanche, par rapport à cette alliance AUKUS, beaucoup d'incompréhension par rapport à l'attitude australienne, hein, en disant comment c'est possible que l'Australie l'ait annoncé à la dernière minute et n'a pas fait plus de consultations avec la France, alors qu'il y avait ce contrat qui la liait à la France. Mais cette alliance-là est perçue par la plupart des pays dans la région comme un acte de réassurance, si je puis dire, de la part des États-Unis, d'un réengagement, en tout cas, dans la région Indo-Pacifique. Hein. Et les Japonais, notamment, ne comprennent absolument pas les craintes européennes qu'on a pu voir ces derniers jours se manifester face à cette alliance. Les Japonais disent, mais attendez, vous stressez pour rien, nous on est ravis, on sait que les États-Unis seront toujours là pour nous. Donc il y a un décalage entre la perception de ces pays et nous, comment on la perçoit. Il y a une question, je dirais, quelque part de synthèse. La phase de crise, quelque part, que nous traversons entre Européens et Américains, vous parlez d'un avenir qui ne peut se fonder que sur un alignement des agendas et une conversation plutôt de nature partenariale, on va le dire comme ça. Pensez-vous que c'est vraiment faisable à un moment où l'Europe de la défense est encore assez balbutiement, si on peut dire? Est-ce que cette situation est à même de faire bouger les lignes? Par rapport à l'Europe, aux efforts européens en matière de défense et de sécurité? Écoutez, ça fait maintenant depuis des années que la France est assez seule hein, à essayer de réveiller, si je puis dire, ses partenaires européens à l'importance de cette autonomie stratégique. L'Institut de recherche que je dirige à Paris, le German Marshall Fund, depuis le discours de la Sorbonne de 2017, n'a cessé d'animer des échanges et discussions ici à Paris, à Berlin, à Varsovie, en Suède, autour de cette nécessité d'y réfléchir ensemble. On a fait tout un travail justement d'essayer aussi d'écouter nos partenaires européens et comment eux approchaient ce sujet-là. Pour vous donner un exemple peut-être plus concret, je pense qu'on a fait quand même un certain chemin. La déclaration commune France-Pays-Bas du 30 août hein, est extrêmement parlante à ce sujet, hein, où on a une vraie entente aujourd'hui avec les Pays-Bas, ce qui n'était pas gagné il y a encore quelques années, sur la nécessité justement de travailler sur cette autonomie stratégique. Alors après, on va vous dire, c'est pas le bon concept, ce concept est toxique, il ne permet pas aux pays européens de vraiment y adhérer, ni Washington de comprendre véritablement ce que cela veut dire. Donc, je dirais, dépassons cette espèce de débat sémantique qui n'amène pas à grand-chose et essayons de voir précisément ce que l'on peut faire en fait ensemble européens. Moi, ce qui me dérange un petit peu encore dans le contexte actuel, c'est qu'on replace à nouveau ce débat sur l'autonomie stratégique dans un contexte de désaccord avec notre allié américain. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, à nouveau, de dire « Ah, mais vite, 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 il faut penser à la souveraineté européenne, l'autonomie stratégique, parce qu'on n'est pas d'accord avec Washington », me pose problème. Parce qu'à nouveau, ça va nourrir, et je peux vous dire que c'est déjà le cas, des craintes à Varsovie, y compris à Berlin et dans d'autres pays, que ça y est, à nouveau, la France sort la carte, encore une fois, de l'autonomie stratégique parce qu'il y a un désaccord avec les Américains. Alors que ce débat-là, en fait, sur l'autonomie stratégique ou la souveraineté, vous l'appelez comme vous voulez, doit venir de l'intérieur de l'Union européenne. On doit pouvoir aujourd'hui répondre à deux questions en tant qu'Européens. Que faire en tant qu'Européens pour renforcer nos capacités pour qu'elles puissent être utilisées soit de manière autonome, soit dans le cadre de l'Alliance Atlantique. Donc, quelles sont les capacités aujourd'hui qui nous manquent? Comment faire pour les développer? Ça, je pense que c'est une leçon
à tirer de cette évacuation chaotique d'Afghanistan. Il n'est pas normal que les Européens soient dépendants des capacités américaines pour pouvoir évacuer leurs propres citoyens. C'est pas normal. Donc, quelles leçons on en tire? Qu'est-ce qu'on en fait? Et la deuxième question qu'on va se poser ensemble, et c'est un peu le principe aussi de cette boussole stratégique, mais c'est aussi un peu le principe de cette initiative d'intervention européenne qu'a initiée la France, c'est réfléchir ensemble à quelles sont aujourd'hui nos priorités stratégiques en tant qu'Européens, quels sont les scénarios de crise dans lesquels nous aurons l'obligation en tant qu'Européens d'agir de manière autonome, parce que ni l'OTAN ne sera le cadre approprié, ou parce que les Américains vous diront tout simplement « Sorry, ce n'est pas notre intérêt vital, débrouillez-vous ». Et ça, on va le voir de plus en plus. Et c'est vrai que la France, pour travailler sur ces sujets depuis maintenant plus de 10 ans, avec au moins 15 nationalités européennes autour de la table et parfois des membres des administrations américaines, et a du mal à créer une coalition qui viendrait soutenir en fait cet effort de réflexion. Et donc vraiment, je pense que la PFUE doit être ce moment-là où on puisse au moins avancer avec le plus de partenaires européens, malgré aujourd'hui toujours des dissensions, des degrés, en fait, j'appellerais ça des degrés d'ambition différentes. Hein. On est dans des degrés d'ambition différents quant à ce que devrait être aujourd'hui une Europe de la défense ou une Europe qui soit un acteur stratégique plus cohérent. Voilà. Et je pense qu'on peut surmonter ces différents degrés d'ambition en répondant à ces deux questions que je viens de poser en tant qu'Européens et non pas en opposition permanente par rapport à la politique de Washington. Merci. On va continuer à voyager un petit peu dans le Pacifique. Connaît-on la position de la Corée du Sud vis-à-vis des formats Quad et AUKUS? Ça, je ne pourrais pas vraiment vous répondre. Moi, j'ai eu les échos japonais et indiens notamment, mais je ne pourrais pas vous répondre sur ce sujet-là. Merci. Moi, j'aurais une dernière question. Comment la France est-elle perçue par l'administration Biden? Puis j'en ai une autre, si vous le permettez. Vous évoquez des différences de degré d'ambition, de la difficulté parfois de la France de rassembler autour d'elle. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus? Bien sûr. Alors, sur la première question, comment la France est perçue par l'administration Biden, alors c'est un peu ambivalent, pour vous dire la vérité. Je ne sais pas si les uns et les autres se souviennent, en tout cas au tout début de l'administration Biden, une forme de tension entre nos deux présidents, justement une espèce presque de compétition de leadership entre les deux. Remettons-nous dans le contexte post-4 années de Trump, où la France, justement, s'est beaucoup affirmée sur la scène internationale, sur la question climatique, sur la gestion de la crise du Covid, sur le dossier iranien. Et puis arrive ensuite un Biden qui finalement arrive avec un agenda soi-disant très multilatéraliste, mais qui finalement ne l'est pas du tout, puisqu'on est vraiment dans le classique, je dirais, de l'unilatéralisme américain. Moi, ça ne me surprend pas du tout. Mais on est vraiment dans je dirais, ce logiciel-là américain. Et donc, il y a eu une forme de
pas de rivalité, mais quasi de rivalité entre nos deux présidents. Un président français qui était assez assertif et sur la défensive, en tout cas au début, en disant, écoutez, c'est pas parce que Biden ou America is back qu'il faut du coup s'aligner sur tout ce que propose et tout ce que dit le président américain. Et je pense que, en tout cas, la politique était bonne, mais peut-être qu'il ne fallait pas le dire aussi publiquement. Et du coup, ça a créé un sentiment, je peux vous le confirmer à Washington, qu'on avait un président français qui finalement ne se réjouissait pas autant que ses autres partenaires européens de l'arrivée à la Maison-Blanche d'un président qui est extrêmement pro-européen, qui partage beaucoup d'idées de la politique étrangère européenne, etc. Donc, il y a eu un certain nombre de tensions, en tout cas, dans je dirais, le messaging, hein, le message qui a été passé de Paris vers Washington, mais malgré cet aspect peut-être cosmétique de la relation franco-américaine, d'un point de vue washingtonien, bien sûr que la France compte en tant qu'allié, et en même temps, on voit que la manière dont Biden aujourd'hui approche les alliances dans le monde, c'est vraiment des alliances qui serviront avant tout les intérêts américains, n'est-ce pas? C'est des alliances qui sont, comment on dit, composées de pays qui s'alignent davantage sur la politique américaine que peut-être la politique de l'Union européenne ou de la France. Donc, il y a une forme je dirais, de wait and see, d'attente. Et en même temps, on accélère avec d'autres alliés qui nous suivent, notamment sur la politique chinoise, et on voit comment les autres réagissent. Voilà. Dernière chose sur le franco-américain, il y a un sujet sur lequel la France est, disons, entre guillemets, indétrônable en tant que partenaire stratégique important pour les États-Unis, c'est tout ce qui est lutte contre le terrorisme, notre engagement dans le Sahel, en Afrique. On sait que l'administration Biden compte beaucoup sur la France dans ce sens-là. Et donc, du coup, aussi notre remise en question de notre engagement, ou en tout cas la manière dont on est en train de redéfinir notre engagement dans le Sahel, avec à l'horizon une réduction de nos effectifs, est un facteur de grosse inquiétude pour Washington. Donc, il y a un agenda commun, il y a des approches et des visions différentes, et la France fait partie d'une constellation d'alliés et de partenaires avec lesquels Washington va coopérer, mais c'est vraiment une approche, je dirais, des alliances et du multilatéralisme typiquement à l'américaine, très pragmatique, très ad hoc, avec une grande préférence pour les alliances unilatérales flexibles. Et aujourd'hui, ce que recherche Biden, c'est avant tout des alliances qui suivent la politique d'endiguement de la Chine. Et comme nous nous alignons pas ni l'Union européenne sur cette politique, eh bien, de facto, nous en subissons en quelque sorte le prix. Donc, voilà où on en est. Et puis, sur votre deuxième question, rappelez-moi. La deuxième question était quel conseil ou quelles recommandations donneriez-vous à la France pour qu'elle arrive à rassembler autour d'elle plus de partenaires qu'elle ne le fait aujourd'hui? Oui, je pense qu'on n'a pas fait assez de travail d'écoute envers nos alliés, hein, enfin, envers nos partenaires européens. Combien de fois on commençait un workshop sur l'autonomie stratégique et on avait un Italien, un Polonais, un Suédois ou un Allemand qui disait désolé, mais nous, on a une autre vision de ce que devrait être l'autonomie stratégique. Est-ce que notre partenaire français pourrait nous écouter également? Je pense qu'on a raté, en tout cas au début de cette discussion, le travail d'écoute, tout simplement, des perspectives de nos partenaires européens. On assiste depuis à peu près 1 an et demi à une espèce de rattrapage de la part du gouvernement français qui fait beaucoup plus d'efforts
justement de se rendre dans ces pays, d'essayer d'expliquer un peu plus l'importance d'avoir cette discussion. Et il va falloir le faire encore plus en préparation à la présidence française de l'Union européenne, parce que si on veut avoir des résultats, eh bien, il va falloir aussi faire ce travail d'influence à travers nos différents partenaires européens. Donc, je dirais que c'est vraiment, voilà, parfois, si je peux résumer de manière un peu provocatrice, ce qu'on reproche à notre partenaire américain, de ne pas assez nous consulter, nos partenaires européens nous le reprochent également, que la France ne consulte pas assez ses partenaires européens, qu'elle arrive avec de grands discours, mais derrière, avec peu de concertation préalable. Voilà. Donc, on est un peu dans la même configuration. Je pense qu'on est en train d'en tirer les leçons et il faut qu'on le fasse très rapidement en amont de la PFUE. Merci beaucoup. Il est 19h09. Une dernière question est apparue. Est-ce que vous pouvez répondre en 2 minutes avant la farewell address? La question est toute simple. Peut-on imaginer l'entrée d'un pays de l'UE dans le groupe des Five Eyes? Non. Je pense que la réponse est clairement non. Voilà, ça fait partie voilà, entre guillemets, des alliances qui ne bougeront pas à l'ordre du jour d'un point de vue, en tout cas, washingtonien. Voilà, c'est une alliance qui existe depuis longtemps et absolument pas. Merci beaucoup Alexandra de Hopscheffer. Je passe la parole maintenant à Jean Amiot, président de l'AAT. Merci Valérie. Alexandra, merci beaucoup pour cet exposé que vous avez fait, cette présentation où effectivement, dans votre conclusion, vous expliquiez que lorsque nous regardions le comportement des États-Unis, en fait, c'était un miroir et que nous avions un comportement qui était relativement similaire. Je pense que vous avez raison sur cet aspect. Il faut dire qu'effectivement, la France est le seul pays de l'Union européenne à posséder l'arme atomique et cette possession de l'arme atomique donne quand même aux pays détenteurs un poids géopolitique qu'il devrait avoir. Hein. Donc ça nous semble un peu normal. Votre présentation était extrêmement intéressante par le fait qu'effectivement vous cherchiez à nous montrer qu'il ne fallait pas que la France prenne en permanence contre elle des positions assez dures des États-Unis et que la solution viendrait de nos autres partenaires, en particulier nos partenaires européens. Il est vrai qu'en Europe, nous n'avons pas encore une politique étrangère commune et c'est extrêmement difficile dans la situation actuelle où il y a eu, me semble-t-il, une accélération de l'évolution géopolitique ou une évolution géopolitique que nous n'avons pas bien appréhendée. Je pense que globalement, dans les analyses qui ont pu être faites en France, je n'ai pas vu cet accroissement de tension entre les États-Unis et la Chine, et surtout le fait que c'était immédiat. Vous parliez des agendas qui étaient assez différents. La France était sur du long terme, et les États-Unis étaient plutôt sur du court terme pour la même solution. Et je pense que là, vous allez tous nous amener à réfléchir à nouveau, à repenser notre réflexion géopolitique. Et je tenais véritablement pour je dirais un peu ce réveil que l'on doit avoir, à vous remercier au nom de 3AED IHEDN et de l'Association de l'armement terrestre pour nous avoir consacré tout ce temps
je vous laisse maintenant puisque je sais que vous allez être extrêmement occupés. Merci encore Merci. et bonne soirée à tous. Merci beaucoup pour ces mots de synthèse vraiment voilà, qui résument bien un peu les différents sujets qui restent aussi en suspens. Et puis, voilà, je serais ravie de renouer l'échange avec vous. C'était un grand plaisir. J'ai eu l'occasion de beaucoup intervenir cette année auprès des auditeurs de l'IHEDN. Donc, c'est toujours extrêmement riche et aussi intéressant pour moi. Donc, merci beaucoup et puis je vous dis à très bientôt.